je reste avec vous puisqu'on va maintenant vous parler de notre fameux référentiel de cadre qualité. Donc je vais appeler avec moi Marie-Gracia d'Effinergie, donc notre partenaire sur toute la partie label, technique, BBC, etc. Florent Châtelain de Marche et puis Antoine de Pouget Consultant, donc pour vous présenter le cadre de qualité. Tiens Marie. Voilà, donc ils se présenteront chacun à leur tour. Je pense que l'intérêt, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais demander à Antoine d'abord de vous présenter, de vous préciser un petit peu ce que c'est le cadre de qualité, comment il a été construit et quels bénéfices, surtout, on en attend. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je teste juste le passage de slides. Ce ne sont pas les bonnes slides. En attendant la bonne slide, donc effectivement pour ma part Antoine Hervé, Pouget Consultant, membre fondateur de l'association Séraphin, avec les sociétés de tiers financement et l'ensemble des structures qui ont été présentées, et qui accompagne particulièrement le réseau Séraphin dans cette démarche qu'on va détailler ici, la démarche qualité. La première chose avant de parler du référentiel en tant que tel, dans notre métier en tant que bureau d'études, on accompagne certes des missions de conseil qui nous amènent à être présents devant des personnes comme vous aujourd'hui. On accompagne aussi de façon très opérationnelle les copropriétés. Et une chose qui fonctionne assez bien en général pour capter un peu l'attention, pour parler d'un sujet aussi passionnant que la qualité, c'est de parler un petit peu argent. Et donc dans la slide qui apparaîtra, on va, avant de parler de référentiel qualité, parler de la non-qualité. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à vous parler de qualité? Qu'est-ce qui nous a amené collectivement à nous poser la question de comment adresser cette non-qualité? On voulait rappeler quelques chiffres marquants. Le premier, c'est que la non-qualité aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, nous disent les études, merci beaucoup pour les slides, nous disent les études d'organismes tels que l'AQC, c'est l'équivalent de 10% du chiffre d'affaires du secteur du bâtiment, c'est-à-dire en 2022, ça représente l'équivalent de 16 milliards d'euros. On pourrait le percevoir comme un gisement de financement. Dans notre propos ici, on va surtout parler et prendre le prisme d'un risque qui est associé à ce coût. On va effectivement parler d'un coût, d'où l'image de l'iceberg, avec des coûts directs de la non-qualité, chiffré et estimé à 10%. On peut également parler de coûts indirects et effectivement, quand on parle de non-qualité, identifier un certain nombre de coûts indirects associés à cette non-qualité, que sont les coûts liés à des aspects plus sociaux. Effectivement, non-qualité est vecteur d'une part de risque vis-à-vis de la santé des occupants, de pénibilité pour les travailleurs, sans parler des potentiels conflits et autres désordres que ça peut amener. Risque également aux coûts en termes environnementaux et sectoriels. Effectivement, on va parler d'attractivité également. Donc, maintenant qu'on a dressé finalement ce rapide portrait, le référentiel en tant que tel, comment adresser cette non-qualité, autrement dit dérisquer l'ensemble des aspects qu'on vient de voir et réduire finalement ces coûts, mais en tout cas dérisquer. Le référentiel métier, comme tout chez Séraphin, vous avez remarqué, tout fonctionne par trois. On a parlé finance, technique. Là également, le référentiel fonctionne en trois, avec trois piliers. Un premier pilier qui est un cadre contractuel, un second qui est un ensemble de processus communs à l'ensemble des Séraphins, et un troisième qui est une démarche qualité et conformité qui a été effectivement mentionnée. Ces trois piliers composent le référentiel métier Séraphin, qui vise justement à adresser cette non-qualité, adresser ces risques et ces coûts associés à l'acte de rénover, et en particulier l'acte de rénover global. L'intention, c'est de gagner en confiance, en particulier auprès d'acteurs qu'on pourrait considérer, on ne va pas dire nouveaux dans le secteur, mais en tout cas gagner en confiance auprès d'acteurs qu'on souhaite adresser, en particulier les financeurs, les assureurs, on va y venir, de regagner surtout la confiance de l'ensemble des parties prenantes de ces actes de rénover, à commencer par les ménages.
Ces 3 piliers, donc, cadre contractuel, processus commun et démarche qualité. Je voulais proposer un simple focus très rapide sur la démarche qualité. Qu'entend-on concrètement par cette démarche qualité? Il s'agit simplement d'un ensemble de contrôles qu'on est venu avec l'ensemble des membres Séraphin co-construire, qui articule, s'appuie et se base très fortement sur un ensemble de règles, de pratiques, de dispositifs qui sont d'ores et déjà existants, qui sont d'ores et déjà opérationnels, extrêmement bien documentés, extrêmement robustes et qui finalement accompagnent l'ensemble de l'acte de rénover. On pourrait parler des règles de l'art de façon générale et de l'ensemble de cette littérature. Finalement, l'idée de ce référentiel, ça a été de s'inspirer de démarches qu'on a pu observer, vis-à-vis desquelles on a pu échanger avec des secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique et de normes plus généralistes telles que l'ISO 9001 pour finalement constituer à partir de ces éléments qu'on pourrait appeler micro-éléments, constituer un macro-élément qui est le référentiel métier qui articule l'ensemble de ces aspects pour finalement pouvoir y associer une certaine marque qualité. Antoine, je te coupe 2 minutes parce que du coup on a bien compris que c'était un référentiel de la qualité du label. Qu'est-ce qui différencie justement de tous les labels qu'on connaît aujourd'hui, le BBC, notamment le bâtiment performant, le bâtiment durable? Donc ce qui différencie le référentiel métier de l'ensemble de ces démarches, si on veut les généraliser, existantes, que sont les labels, les certifications, l'ensemble encore une fois, de la littérature qui peut exister produite par des organismes comme l'AQC, comme l'ADEME, comme l'ensemble des parties prenantes du secteur. Finalement, ce qui différencie le référentiel, c'est ce que tu évoques, Alice, sont en quelque sorte un ensemble déjà de marques qualité. On peut parler du label RGE, qui finalement est une marque qualité associée à un acteur donné, que sont les entreprises qui réalisent ou les concepteurs. Si on prend l'exemple du label BBC, on considère également que c'est une marque qualité qui a, entre guillemets, garantie, c'est pas le terme, mais un certain niveau de performance énergétique, et qui cette fois est associé non pas à un acteur mais à un projet donné. Ici, notre intention avec le référentiel métier, ça a été justement donc de capitaliser sur l'ensemble de ces marques métiers qui sont déjà existantes, extrêmement, encore une fois, robustes, particulièrement pertinentes par rapport à notre intention, et de les assembler, de les articuler finalement dans une macro-marque qualité. Pourquoi ça? Simplement parce que quand on a justement commencé à co-construire ce référentiel métier, petite parenthèse, je parle effectivement de co-construction, ce référentiel a été co-construit avec l'ensemble des sociétés de tiers financement, on va dire les 5 historiques, si on peut les appeler comme ça, lors du projet Orphée qui a été mentionné, c'est-à-dire sur 3 ans, l'équivalent de 25 ateliers, 300 heures de travail, en se basant sur justement l'expérience, la connaissance et l'expertise des sociétés de tiers financement. Et donc on a co-construit ce référentiel avec les sociétés de financement, mais aussi avec, bien sûr, Effinergie et avec Marche en particulier, en tant qu'acteur représentant, on va dire, le domaine des assurances, dans une approche orientée risque et qui, finalement, dans les éléments d'entrée de cette réflexion, de cette démarche de construction d'une approche permettant d'adresser la non-qualité, un des éléments qui a été retenu, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des marques qualité que l'on évoque ici, label BBC, label RGE et associés, finalement sont nécessaires, mais actuellement insuffisantes pour pouvoir justement nous adresser, sécuriser et nous adresser à des acteurs comme des assureurs et des financiers. D'où l'intention de cette macro-marque qualité qui articule, qui assemble et qui permet finalement d'encapsuler cette qualité pour ensuite la transmettre et l'adresser à des acteurs notamment assurantiels. Ce qui me permet de faire la transition vers Florent. Ouais. Merci. Florent Châtelain, je représente Marche qui est un courtier en assurance et un grand conseiller en gestion des risques. Alors, que fait un courtier en assurance dans cette aventure Orphée et Séraphin? Nous sommes très engagés sur les sujets, les enjeux RSE, de développement durable et les enjeux ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous avons une organisation dédiée au sein du groupe, mais aussi déclinée par métier. Dans le domaine de la construction, donc je suis responsable entreprise et ingénierie en construction. J'ai aussi un rôle de référent sur les sujets de décarbonation
et de performance énergétique au niveau européen, ce qui permet d'être engagé à ces niveaux et de faire l'articulation entre l'échelle française et européenne. Dans le cadre d'Orphée et des Séraphins, nous avons effectivement travaillé sur un cadre de qualité. Le référentiel métier développé par les Séraphins est effectivement perçu du point de vue de la gestion des risques et de l'assurance comme un process qui permet de gérer les risques tout au long de la phase de conception des travaux, de direction des travaux et de contrôle de la performance post-travaux. Ça fait écho à tout ce que nous proposons à nos clients maîtres d'ouvrage qui commandent des travaux performants, aux entreprises qui mettent en œuvre des travaux performants de décarbonation, qui cherchent des solutions pour les bétons bas carbone, les fabricants qui développent des matériaux innovants, des usines de préfabrication, les ingénieristes qui conçoivent des bâtiments performants. C'est notre métier. Nous avons essayé d'amener ce savoir-faire, la connaissance de la construction et de la gestion des risques dans le cadre de ce projet. Et donc ce référentiel métier est perçu comme un process. Oui. Ici, en appuyant sur le bouton. Voilà. Et donc on arrive à ce process qualité qui est vraiment perçu comme un moyen de gérer les risques. Et nous avons mis en place, dans le cadre de ce projet, une démarche de garantie de performance énergétique. Il faut savoir que la performance est généralement exclue, enfin traditionnellement exclue des contrats d'assurance, puisque c'est perçu comme le risque propre de l'entreprise dans son développement commercial. Et ce cadre de qualité, donc, qui est un référentiel de gestion des risques du point de vue de l'assurance, permet de racheter cette exclusion de la performance et donc de décliner une garantie de performance énergétique. Et au fur et à mesure que les Séraphins déploieront ce cadre de qualité et leur métier pour proposer des travaux performants aux maîtres d'ouvrage, eh bien nous saurons les accompagner dans une démarche de garantie de performance énergétique. Du coup, on a des outils aujourd'hui, on a des assurances qui sont prêtes à s'en emparer. Comment ça va se déployer opérationnellement, Marie ? Alors pour répondre à cette question, juste de resituer un peu le contexte, Alice, tu l'évoquais dans ton introduction, on est quand même à un moment important pour la rénovation performante et la structuration de la filière de la rénovation performante, avec mon accompagnateur Rénov qui aujourd'hui se déploie, que les sociétés de tiers financement membres du réseau Séraphin comme d'autres acteurs ont permis de préfigurer dans son activité et sa structuration, et avec maintenant cet enjeu qu'on a balayé qui est finalement de venir professionnaliser, sécuriser cette filière et les projets de rénovation qui sont menés, parce qu'on a un enjeu d'une part quantitatif, comment on massifie, même si je déteste ce mot de massification, mais comment on généralise la rénovation performante sur l'ensemble du territoire et comment on fait de la rénovation de qualité. Antoine a évoqué les enjeux afférents à la non-qualité aujourd'hui dans les travaux qui sont menés. Et donc il y a bien ce double enjeu quantitatif, qualitatif qu'on doit allier avec la conviction finalement que ce référentiel métier est une des clés qui va nous permettre de répondre à ce double enjeu, notamment parce qu'il est un outil reconnu par des acteurs assurantiels, mais aussi des acteurs bancaires, on va y revenir un petit peu plus tard dans la journée, mais qui peut permettre notamment de venir sécuriser ça et un petit peu débloquer le marché. Donc aujourd'hui, ce référentiel métier, il est utilisé et déployé sur l'ensemble des sociétés de tiers financement. On évoquait les 5 acteurs historiques.
Ce qui veut dire que 5, c'est en soi pas beaucoup en nombre, hein, on en est tous conscients. Pour autant, ça représente quand même une partie non négligeable du marché de la rénovation performante aujourd'hui sur le territoire, et avec un enjeu finalement pour nous et une intuition qu'il faut qu'on arrive à déployer plus large. C'est-à-dire qu'on est très heureux d'utiliser ce référentiel, d'arriver à sécuriser, d'avoir embarqué des acteurs assurantiels et bancaires, mais on n'est que 5, on ne couvre que 5 territoires et l'enjeu il est bien plus large. Donc finalement l'intuition qu'on a et l'intention, c'est de pouvoir proposer au marché de s'emparer de ce référentiel, d'élargir le cercle des praticiens de ce référentiel métier, avec une idée assez simple qui est de se dire que ce référentiel qui est aujourd'hui assez complet, il y a certainement une grosse partie qui est un tronc commun, qui est l'indispensable et qui doit être utilisé par tous dans ces enjeux de qualité et de garantir finalement les projets qui peuvent se faire. Et puis probablement une partie qui doit être adaptée, qui est adaptable parce que les pratiques qu'on a selon les territoires ne sont pas les mêmes, parce que les acteurs sont différents, les enjeux sont différents, les structurations sont différentes, et qu'il faut qu'on accepte de pouvoir travailler avec des spécificités et de s'adapter finalement au marché. Donc ça, c'est un petit peu l'intention de se dire voilà où on en est, voilà ce qu'on aimerait demain, proposer plus largement et aller chercher de nouveaux acteurs et élargir cette communauté de pratiques autour de ce référentiel métier, avec la question de pourquoi déployer au-delà des sociétés de tiers financement, qui peut aussi se poser. D'une part, je l'évoquais, on n'est que 5, ça fait que 5 territoires, et donc il y a un enjeu de couverture territoriale. Le but n'est pas de faire de la rénovation que sur 5 territoires, et heureusement on en fait bien au-delà. Donc il y a vraiment cet enjeu de pouvoir couvrir le territoire, et Sébastien en introduction a rappelé cette vision à 2 ans d'avoir plus de 90% du territoire qui est couvert et qui puisse porter ces enjeux-là. Et pour autant, le sentiment et le besoin aussi que ce ne sont pas que les sociétés de tiers financement qui feront, c'est-à-dire que cette démarche, on n'est pas là pour vous dire les sociétés de tiers financement vont faire et il n'y a que elles et on fera tout seul. L'enjeu il est bien plus grand, le marché il est énorme et donc on a vraiment besoin d'aller au-delà. Aujourd'hui les sociétés de tiers financement elles s'adressent principalement à des acteurs qui ne sont pas couverts par un autre marché plus classique, notamment sur les enjeux de financement, puisqu'elles vont chercher et à répondre à des ménages qui souvent n'ont pas accès aux circuits financiers classiques et traditionnels, qui n'arrivent pas à boucler leur reste à charge, et donc avec les solutions intégrées de financement, elles permettent de répondre à ce marché. C'est une nécessité, c'est finalement un marché de niche, et l'enjeu c'est bien de s'adresser à l'ensemble des ménages. Donc voilà en quelques lignes finalement, là où on en est, notre ambition pour la suite, et ce qu'on espère surtout, c'est de pouvoir le faire collectivement, et que tout le travail mené par l'association Séraphin, par les sociétés de tiers financement depuis quelques années, puisse être versé au bien commun de la rénovation et servir à tous et à déployer la rénovation performante. Merci Marie. Alors, on a peut-être le temps de prendre quelques questions ou quelques remarques dans la salle, s'il y en a. Bien non, alors. Ne saute pas. Bonjour, merci pour ces éléments de présentation. J'ai une question pour Benoît Gary, Ville de Marseille. Je commence par ça. Une question pour Monsieur Châtelain. J'avoue pas être très au clair sur les questions assurantielles dans le domaine de la rénovation énergétique. Est-ce que vous pourriez préciser ces contrats d'assurance qui concernent? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage? Est-ce que c'est les entreprises avec les garanties décennales, etc. Merci. Aujourd'hui, on sait mettre en place des garanties de performance énergétique pour les ingénieristes, c'est-à-dire les bureaux d'études qui sont spécialisés dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments et qui vont concevoir le niveau de performance des bâtiments, soit en rénovation, soit dans le neuf. On sait couvrir les deux. Ce que l'on fait dans le cadre de Séraphin,
c'est d'accompagner les sociétés de tiers financement qui ont des profils un petit peu différents. Ils sont AMO pour certains, maîtres d'œuvre pour d'autres. Certains sont contractants généraux, en tout cas déploient les travaux. Tous ont la vocation de suivre les travaux en post-réception. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de décliner ce que nous faisons déjà pour les bureaux d'études pour des profils un peu plus divers comme les Séraphins. Et justement, le cadre de qualité qui a été mis en place est vraiment le socle pour nous, pour convaincre les assureurs de nous suivre et de déployer des garanties de performance énergétique pour les Séraphins. Puis au niveau européen, on est toujours en veille de solutions de garantie de performance énergétique. Donc prochainement, on saura aussi en déployer pour les sociétés de tiers financement, parce qu'on a aussi de gros clients, pardon, pas pour les sociétés de tiers financement, mais pour les sociétés de services énergétiques, qu'on appelle parfois les ESCO. Il y en a très grands en France qui sont nos clients en portefeuille qui cherchent ce type de solution, mais aussi pour les maîtres d'ouvrage qui commandent les travaux, eux avec plutôt un enjeu d'avoir un patrimoine de bâtiments décarbonés. Donc on a aujourd'hui pour les ingénieristes et prochainement pour les Séraphins et un petit peu toute la chaîne de valeur de la construction. Bonjour, Nicolas Stanchov, je gère un fonds en Lettonie qui justement est basé sur un référentiel similaire à celui que vous avez. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est de revenir au tout début de ta présentation. Les gens ne se rendent pas compte à la fois le coût de ne pas avoir eu un référentiel en place. Et aujourd'hui, puisque nous, on a des contrats à 20 ans qui ont déjà duré 12 ans dans certains immeubles, je peux vous dire que quand on a 100% de payés chaque mois par des factures, ce n'est pas des crédits, c'est des factures, au bout de 12 ans, on commence à voir à quel point c'est la valeur du référentiel, puisque les sociétés de services qui ont donné des garanties de performance sont très heureuses, les collectivités le sont aussi, et bien sûr, d'avoir pu soutenir ce projet, c'est là où on se retrouve, et je pense que le référentiel, c'est absolument clé. Et je te remercie. Merci Nicolas. Nicolas est l'un des partenaires de EU Peers, donc on parlera de tout ça aussi cet après-midi. Merci beaucoup pour les précisions. Jérémy Pontif, je viens de Belgique. Je voulais juste deux questions très rapides. À quel coût, pour les ingénierismes d'ouvrage, etc., s'est fait la mise en place de cette garantie? Est-ce qu'aujourd'hui on est sur quelque chose de performant économiquement en termes de primes d'assurance? Et le deuxième point, c'est sur la construction, donc peut-être plus pour toi Antoine. Comment est-ce que sont toujours impliqués les acteurs sectoriels de la filière de la construction? J'ai entendu que ça a été un processus beaucoup avec les sociétés de tiers financement. Comment est-ce qu'ont été impliqués les acteurs du secteur? Comment est-ce qu'ils l'acceptent aujourd'hui? Et comment est-ce que ça va vivre dans le futur du coup? Je réponds rapidement sur le coût des garanties. En réalité, les ingénieristes que l'on accompagne sont assurés dans des contrats responsabilité civile décennale et professionnelle pour l'essentiel. Et quand c'est entre guillemets un rachat d'exclusion, la performance énergétique, donc quand on rachète cette exclusion pour inclure cette garantie dans leur contrat, c'est un petit surtaux sur la prime qu'ils payent déjà. Quant à la deuxième partie de question, qui effectivement est une excellente question et absolument primordiale, ça pointe bien, on se connaît, t'es attentif, à un élément que je n'ai pas mentionné directement. Le référentiel, finalement, s'applique aujourd'hui, en tout cas, à des acteurs comme les sociétés de tiers financement. C'est vraiment un tout et pour vraiment encapsuler et faire en sorte que le tout fonctionne. Le référentiel s'applique finalement aux sociétés de tiers financement et est particulièrement construit à partir de leurs expériences opérationnelles respectives. Et en fait, aujourd'hui et hier, les sociétés de tiers financement, respectivement sur leur territoire, collaborent de façon extrêmement étroite avec évidemment les entreprises
entreprises et leurs représentants ont même pour certaines bâti leur propre mode de collaboration justement qui peuvent varier d'un territoire à l'autre avec ces entreprises-là. Mais donc ce que je n'ai pas mentionné effectivement, c'est que ce référentiel s'applique aux sociétés de tiers financement qui elles-mêmes sont libres finalement de différentes collaborations et de la manière dont elles le transcrivent et le traduisent finalement dans leur processus auprès des entreprises qui, by design en fait, dans notre... Et la raison pour laquelle on l'a co-construit avec les STF, c'est que by design, on a su collecter, récupérer, capitaliser justement toute cette expérience de la relation, de leurs relations territoriales qui peuvent en plus être finalement assez, encore une fois, différentes localement et qui nous ont permis justement de capitaliser ces aspects-là dans un référentiel qui se veut bien sûr rigoureux, j'ai pas envie de dire standard, mais en tout cas commun, mais tout en permettant un certain nombre d'adaptations locales en fonction de la nature des collaborations existantes. Julien Orbillard, je suis indépendant. J'ai deux questions en fait. La première, c'est qu'il y a quand même un terme qui est pas mal à la mode, en tout cas qui fait sens et dont je ne sais pas encore complètement comment l'activer, qui est l'autoréhabilitation accompagnée. Et du coup, est-ce que le cadre défini, il permet de gérer des choses comme ça? Et l'autre élément, c'est en lien avec ça, avec ce sujet-là en particulier sur des projets que j'accompagne, on peut voir des actions pour faire des travaux, notamment non éligibles, refaire la toiture ou des choses comme ça. Donc des choses qui ont de l'implication sur la rénovation globale performante à la fin, mais qui sont faites par un acteur et qui pourraient être en amont d'une société de financement. Du coup, le référentiel en question peut-il prendre en compte une chaîne d'acteurs qui se succèdent de façon coordonnée ou pas, quoi? C'est une question, elle est par ailleurs, et parenthèse, le sujet de l'auto-rénovation est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je ne m'étendrai pas ici, et très franchement avec plaisir pour le développer. Je sais que ne lancez pas Sébastien non plus sur le sujet. La question est bonne, elle est un peu prospective, mais je dirais, c'est oui et non. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a particulièrement conçu ce référentiel en prenant parmi les éléments d'entrée le fait qu'on a un acteur comme une société de tiers financement qui, justement par son statut, son mode d'intervention, qu'il soit AMO ou maître d'œuvre, finalement embarque d'ores et déjà un certain nombre de compétences et une certaine posture. Pour la partie, finalement, oui, ça semble. Et par ailleurs, pour être tout à fait transparent, c'est un ensemble de principes et de contenus dont on s'est beaucoup inspiré justement dans certaines démarches d'auto-réhabilitation pour chercher à justement, on va dire, cadrer cette qualité, y compris dans une posture où la personne réalise elle-même. Ce que je dirais, c'est que, comme le disait Marie, notre intention vis-à-vis de ce référentiel, c'est d'en faire à la fin un bien commun. On pourrait presque parler de, pourquoi pas, d'open source, effectivement ce référentiel, le mettre à disposition du bien commun, et y compris auprès des ménages souhaitant réhabiliter, auto-réhabiliter, à condition de le rendre suffisamment intelligible, ce qui finalement nous permettra de différencier, d'avoir malgré tout une certaine valeur à intégrer ce référentiel dans une démarche telle que les sociétés de financement par rapport à l'auto-rénovation, en tout cas de différencier vraiment ces deux choses-là. On en parlera, c'est justement cette marque qualité qu'on pourrait associer à un acteur comme une STF et qui permet finalement d'aller déclencher d'autres financements. Donc pour répondre à la question, oui, c'est par nature assez compatible parce que ce qu'on a cherché à faire, c'est quand on auto-réhabilite, je suis un peu mon propre maître d'œuvre, en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que nous disent les entreprises qui nous accompagnent quand on auto-réhabilite. Et donc, en tant que maître d'œuvre, j'ai ce référentiel qui, by design, est destiné à des maîtres d'œuvre comme les sociétés de financement. Donc, on n'aura pas l'agrément, on n'aura pas toute la chaîne tout à fait du référentiel. On aura à minima ce qu'on a nommé le cadre qualité, qui lui est bien commun et qui est complètement compatible avec une démarche auto-réhabilitation.